Bien, nous pouvons donc reprendre pour cette dernière heure du cours de cette année. Je rappelle que les séminaires, eux, continueront dans les en janvier, avec 2 séances qui auront lieu, comme d'habitude, entre 16 et 18 heures, et j'en vérifie immédiatement les dates, c'est-à-dire les 7 et 14 janvier. Mais pour le cours, c'est la dernière des 7 séances de 2 heures que nous avons eues. Et je voudrais terminer par quelque chose qui serait un peu une réflexion sur en quoi ce que nous avons discuté jusqu'ici peut avoir un impact, un intérêt, une pertinence pour comprendre les mutations, mais aussi les tensions qui caractérisent la culture écrite aujourd'hui, c'est-à-dire une culture écrite qui est marquée par la présence, la coexistence pacifique ou non, de 3 formes d'inscription ou de réception de l'écrit, c'est-à-dire la forme manuscrite, nous écrivons encore à la main, une forme dominante imprimée qui est celle de l'édition, livres, revues, journaux, et puis la forme numérique qui est celle de l'écrit sur l'écran. Il y a des flux et des flots de discours, en particulier écrits et imprimés, sur les mutations impliquées par le monde numérique. Je n'ai pas la prétention, dans cette dernière heure, de les considérer dans leur entier, mais simplement de souligner que peut-être une manière d'entrer dans les débats, y compris les débats les plus concrets ou les plus politiques, au sens large du terme, de notre temps, est de se rappeler ce que nous avons traité jusqu'ici, c'est-à-dire la question de la coexistence ou de la substitution de la forme fragmentée de circulation des textes par rapport à leur identité, leur cohérence originelle. Je dis cela parce que, vous le savez, comme moi, un des grands enjeux du présent, et on en a encore évoqué la dimension économique avec le grand emprunt décidé récemment, c'est la question de la conversion dans une autre forme, c'est-à-dire la conversion dans une forme numérique d'un patrimoine écrit présent sous d'autres formes, soit manuscrites dans les archives, soit imprimé dans les bibliothèques. Et cette conversion numérique de textes existant déjà dans une autre matérialité, ce n'est pas la totalité des défis lancés par la culture numérique, mais c'est en tous les cas le défi lancé aux bibliothèques, qui constituent des bibliothèques ou collections numériques, et le défi lancé aux pouvoirs publics, qui doivent trouver les financements ajustés à ces entreprises de numérisation. Et comme on l'a vu, avec la centralité des débats autour de Google, c'est aussi le défi lancé par des entreprises commerciales comme Google pour le contrôle de la constitution de ces bases de données numériques. On est donc là au cœur d'un problème qui fait s'en rencontrer ou s'affronter les institutions, par exemple les bibliothèques, les pouvoirs publics et les entreprises capitalistes. La question donc de cette conversion numérique qui a cet aspect aigu a aussi des aspects intellectuels, et c'est cela que je voudrais mentionner, puisque parlant de conversion d'un corpus de texte d'une forme à une autre, on parle d'abord évidemment de la capacité d'accès, de consultation de ces textes, discours, livres, transformés par le fait qu'ils seraient dans un certain sens délocalisés, non pas accessibles seulement dans le lieu où est conservée leur matérialité, mais grâce à la communication à distance, grâce à la communication numérique, pouvant être disponibles, accessibles, consultables
à distance. Et c'est de là la raison évidemment fondamentale pour une sorte d'émerveillement ou d'enthousiasme par rapport à cette conversion numérique. Souvent, je cite le texte de Borges lorsqu'il imagine la bibliothèque universelle, et non pas la bibliothèque numérique universelle, mais la bibliothèque universelle. Il a la formule dans l'essai fameux, dans la fiction fameuse, la Bibliotheca de Babel. Quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. Et il y a cette immense félicité que promet cette bibliothèque de Babel numérique a pu être partagée, puisqu'il s'agirait là d'un rêve magnifique promettant un accès universel au savoir ou à la beauté. Bon, ceci étant posé, comme historien, la réflexion doit s'ouvrir sur deux dimensions. La première, c'est de considérer que ce ne serait pas la première fois dans l'histoire de l'humanité dans laquelle un patrimoine écrit est transformé dans sa forme matérielle. Évidemment, l'exemple qui vient le plus souvent à l'esprit et qui est peut-être usé jusqu'à la corde par les comparaisons journalistiques, c'est l'invention au milieu du XVe siècle de l'imprimerie. Et donc, du coup, la mise au service d'une nouvelle technique, composition typographique avec des caractères mobiles et impression avec la presse à imprimer, de tout un répertoire de textes qui jusque-là n'existait que dans la forme manuscrite. C'était l'objet principal, finalement, de la réflexion du livre pionnier de 1958 de Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, l'apparition du livre. Comprendre comment cette nouvelle technique avait pu mettre en circulation à une échelle inédite des textes, des œuvres qui étaient jusque-là présentes dans la culture manuscrite. Et le constat du livre de Febvre et Martin, qui n'a pas été fondamentalement remis en question, était de considérer qu'au moins dans ses premiers temps, l'invention de l'imprimerie mettait en circulation à une échelle plus grande la partie la plus traditionnelle finalement du répertoire manuscrit, avec bien sûr des exceptions. On a évoqué ici la mise en forme imprimée des grands classiques de la littérature italienne. Mais globalement, massivement, l'imprimerie reproduit les manuels de la scolastique, les livres de la liturgie, les compilations médiévales encyclopédiques, les genres tels que les calendriers, les prophéties. Martin, puisque c'est lui qui a écrit l'essentiel de ce livre, signé avec le grand Lucien Febvre, insistait sur cet aspect, c'est-à-dire la reproduction de l'héritage, plus que peut-être dans les premiers temps, la capacité d'innovation. Mais on a une première conversion, la conversion imprimée. Et vous vous souvenez que dans peut-être le second des cours ici, j'avais évoqué un autre moment, une autre modalité d'une grande conversion textuelle qui était entre 2e et 4e siècle, avec l'invention du livre qui est encore le nôtre, c'est-à-dire le codex, avec ses cahiers, ses feuillets, ses pages et sa reliure, l'accueil de textes qui circulaient auparavant sous la forme du livre des anciens, le rouleau, d'œuvres des Grecs et des Latins, et aussi l'accueil des écritures chrétiennes. Donc, deux moments de grande conversion textuelle, avec l'invention du codex, avec l'invention de l'imprimerie. Il n'y a pas de leçon à tirer nécessairement pour le présent de ces deux expériences historiques, seulement peut-être le fait de montrer que le même texte, dans une forme manuscrite puis imprimée, ou plus encore, dans la forme du rouleau et puis ensuite dans la forme du codex, est le même sans être le même. C'est-à-dire que les mutations des supports de son inscription transforment la morphologie même du texte et transforment les relations que les lecteurs peuvent entretenir avec lui.
Et donc, du coup, que de ce point de vue-là, les formes affectent le sens, que ce soit les formes de l'objet, et là, l'écrit sur l'écran serait plus proche de ce point de vue-là de l'invention du codex que de l'invention de l'imprimerie, puisque, comme j'avais essayé de le montrer, les continuités sont très fortes entre le livre manuscrit et le livre imprimé, alors que la rupture est beaucoup plus radicale entre le codex et le volumen, le rouleau. Donc, du coup, la matérialité même d'inscription du texte transforme les capacités ou les propriétés qui sont celles de sa lecture qui sont celles de sa lecture et de ses lecteurs. Et même dans un cas où la mutation est moins brutale et plus réduite, évidemment, il serait absurde de penser que la circulation imprimée des textes n'a pas modifié, ne fût-ce que par la nouvelle organisation du livre qui naît dans les années 1520-1530, qui s'éloigne de la matrice du manuscrit, n'a pas modifié les statuts et les perceptions même de la culture écrite. Et le paradoxe peut-être est que les institutions qui sont les plus aptes et les plus conscientes de cet effet de signification produit par les différentes formes d'une même, entre guillemets, œuvre, je veux dire les bibliothèques, ont souvent eu la tentation, soit pour des raisons purement pratiques, soit par une sorte d'accueil irraisonné d'une perspective selon laquelle un texte est toujours le même, quelle que soit sa forme, ont pu avoir la tentation de reléguer ou détruire les formes anciennes d'un texte à partir du moment où celui-ci existait sur un nouveau support. Et vous vous souvenez peut-être que les grandes entreprises de microfilmage des collections des bibliothèques qui ont été particulièrement développées dans le contexte américain par un programme de la Library of Congress et aussi à la British Library, ont pu entraîner cette relégation des formes antérieures d'existence des œuvres, mise à distance des lecteurs, et parfois, et plus gravement, et en particulier pour les matériaux les plus vulnérables, les plus fragiles, les moins dignes, par exemple les journaux du XIXe siècle, leur destruction, soit dans le processus même de microfilmage fait sans grand soin, soit dans par la volonté de libérer des espaces dans les rayonnages ou les magasins des bibliothèques, sous le prétexte que le texte était bien là conservé, puisqu'il existait sous la forme du microfilm. Alors cet arrière-fond, qui avait été au cœur d'un livre d'un romancier américain, Nicholson Baker, commenté par Robert Darnton dans un article qui s'appelait The Great Paper Massacre, le grand massacre du papier, en écho avec son propre livre The Great Cat Massacre, trouve une résonance encore plus forte lorsque l'on pense à la constitution des bibliothèques numériques, qui sont souvent présentées, pas nécessairement par les bibliothèques, mais par exemple par Google, comme étant le lieu par excellence d'une conservation infinie de livres qui seraient menacés. Si l'on rappelle les incendies fameux, les 3 incendies de la bibliothèque d'Alexandrie, un incendie de la Library of Congress à la fin du XIXe siècle, qui seraient menacés dans leur conservation actuelle, et donc qui trouveraient pour toujours une forme de conservation dans leur transformation en fichier numérique, ce qui pourrait justifier, autoriser la relégation encore plus forte de ces objets qui ont été ceux de la culture écrite avant qu'elle soit convertie numériquement, ou qui pourraient justifier parfois, pour les plus humbles ou les plus vulnérables ou les plus abondants des matériaux, leur destruction. Je crois qu'il y a là la première, sinon leçon, mais du moins le premier avertissement que l'histoire longue de la culture écrite doit adresser à ceux qui sont en position de décision sur la construction des bibliothèques numériques. C'est-à-dire qu'à supposer que
l'ensemble du patrimoine écrit puisse être transformé dans une forme numérique, l'exigence qui accompagne cette possible conversion serait une exigence tout aussi forte et qui serait celle de la protection, de la conservation, du classement, de la communication des supports antérieurs de ces textes maintenant numérisés, de manière non seulement à ce qu'ils puissent être un objet d'étude pour ceux qui s'intéresseraient à l'histoire des textes, leurs formes successives ou simultanées, et leur relation avec des lecteurs du passé qui les ont lus dans ces formes-là et non pas face à un écran d'ordinateur. Il y a donc une nécessité pour l'étude, pour la recherche, mais au-delà, il y a une nécessité qui me paraît être celle des sociétés contemporaines, c'est-à-dire de la conscience qu'elles sont aussi constituées par leur passé sédimenté, et que cette relation à la culture écrite suppose, d'une manière ou d'une autre, savante ou plus immédiate, la perception, la compréhension des formes successives dans lesquelles les textes ont été inscrits. Nous avons la possibilité de le faire, ce serait une folie que de la refuser. Par exemple, si l'on se souvient qu'il serait évidemment très souvent nécessaire de penser que les textes, les œuvres de l'Antiquité, qu'elles soient philosophiques ou historiques, que nous lisons dans une forme de codex, des éditions imprimées, mais qui ont été lues depuis le haut Moyen-Âge, à partir du moment où ces œuvres ont été copiées dans des codices manuscrits sous la forme de codex, ont circulé dans des formes radicalement différentes qui étaient celles des rouleaux, qui supposent, je l'ai dit en suivant Guglielmo Cavallo, que la même œuvre est divisée en plusieurs rouleaux, alors qu'avec le codex, le même livre peut accueillir diverses œuvres. Mais au-delà même, tous les gestes de la lecture d'un rouleau sont si différents des gestes de la lecture d'un codex, qu'il soit manuscrit du 8e siècle ou imprimé du 21e, que la construction même du sens doit être restituée, repensée en rapport avec cette matérialité. Donc, de ce point de vue-là, il me semble que l'on peut plaider pour le fait que le bonheur extravagant promis par la conversion numérique du patrimoine écrit ne doit pas être payé du prix d'une destruction de la relation rétrospective des sociétés avec leur passé, tout leur passé, et en particulier le passé de leur culture écrite. D'autant que, et ici, ce propos sur le monde contemporain se lie avec ce que l'on a rencontré dans les cours à dimension proprement historique, d'autant que une des plus grandes transformations qu'implique la conversion numérique, c'est justement la transformation de la relation entre la reliure et le fragment, entre la totalité et l'extrait, entre le rassemblement et la dissémination. En effet, si l'on peut porter des diagnostics peut-être hâtifs, mais peut-être tout de même adéquats, sur qu'est-ce qu'il y a de plus fondamentalement nouveau dans la conversion ou l'existence numérique des textes, ce sont deux éléments. Le premier élément, c'est le fait que tous les textes, tous les genres, écrits ou lus, apparaissent pour la première fois dans l'histoire de la culture écrite sur le même support, qui n'est donc plus intrinsèquement lié avec tel ou tel texte, mais qui est le réceptacle, le véhicule, la surface illuminée de l'ordinateur sur laquelle se donne à lire ou à écrire tous les textes, quel que soit leur genre. Et la rupture qui est donc introduite pour le plus grand bénéfice d'une pratique de l'écriture et de la lecture plus strictement associée, la rupture qui est introduite, c'était l'ordre du discours tel qu'il était construit à partir de la relation, des systèmes de relations établis entre des objets multiples,
la lettre, le journal, la revue, le livre, l'affiche, l'affiche en 2 mots ou l'affiche en un seul mot, le document, etc. Donc une série presque infinie avec la culture imprimée d'objets qui correspondent à des classes de discours qui elles-mêmes peuvent suggérer ou être l'objet de différents types d'usages. Et c'est donc un ordre des discours qui est fondé sur un ordre de relations entre des matérialités d'inscription de l'écrit et des pratiques de lecture liées à des genres de discours différenciés et dont la différence est rendue immédiatement visible par la forme matérielle de leur inscription et publication. Les lecteurs sont guidés dans cet ordre des discours par cette immédiateté des matérialités. Et dans le monde numérique, évidemment, il n'en va plus ainsi, puisque la seule matérialité, c'est celle d'un objet, d'un ordinateur, quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit la dimension, la portabilité ou non, qui est le locus où se donne à lire tous les textes, quels qu'ils soient. Et de là, deuxième élément fondamental, décisif, à partir du moment où les œuvres sont données à lire sur cette surface, ce qui est rendu quasiment impossible, c'est la mise en relation de l'extrait, de la citation, du fragment lu avec la totalité à laquelle il appartient. La conception par laquelle nous avons commencé avec Kant, qu'est-ce qu'un livre? Un livre, c'est un discours, un livre, c'est un objet matériel, un opus mechanicum, retrouve là toute sa importance, toute sa pertinence, puisque l'opus mechanicum n'est plus le livre, mais est l'ordinateur, au moins juste pour nous, dans un monde où le monde numérique est lié à cet objet particulier. Peut-être que dans le XXVe siècle, le monde numérique se sera détaché de ce type d'objet, mais pour le raisonnement actuel, nous restons dans les objets qui sont les nôtres. Et de l'autre côté, le livre comme œuvre peut éventuellement toujours exister avec ses limites, sa cohérence, son identité, mais du fait de la disparition du livre comme opus mechanicum, la relation entre l'extrait et la totalité devient problématique. Alors, les cours que j'ai faits ici pourraient être des objections à ce constat, c'est-à-dire penser que dans le monde numérique, on a un monde de fragments qui sont décontextualisés, juxtaposés, recomposables à l'infini, ne serait rien de particulièrement nouveau si l'on pense à toutes les formes de fragmentation des textes que nous avons évoquées durant ces cours. Les recueils d'extraits, les anthologies de lieux communs, les esprits du XVIIIe siècle qui donnent au lecteur des fragments décontextualisés, juxtaposés selon un nouvel ordre, qui n'est pas l'ordre du discours premier, et qui sont indéfiniment réutilisables. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait objecter que les œuvres ont toujours circulé sous cette forme d'une dissémination. La différence, à mon sens, et c'est un objet possible de discussion, la différence, à mon sens, c'est que lorsque l'on pense à cette circulation de fragments pour le monde du livre imprimé, on est obligé de penser, comme on l'a vu avec Shakespeare ou Cervantes, à penser que cette circulation-là, elle est parallèle à la circulation de l'œuvre dans sa totalité, dans sa cohérence, dans son identité, et que d'autre part, lorsqu'on déplace cette relation fragment-œuvre sur la lecture du livre lui-même, c'est-à-dire où il ne s'agit pas d'extraits qui ont été délocalisés par rapport au texte, mais où le lecteur ne s'empare dans un livre imprimé que de pages, de paragraphes, de lignes. Néanmoins, cette lecture-là
du fragment, non pas ready-made, mais construit par la lecture du lecteur, choisi par la lecture du lecteur, inconsciemment, implicitement, immédiatement, se réfère avec la perception toute matérielle de l'œuvre comme telle dans sa totale dimension. Et c'est évidemment cette double réalité qui se trouve mise en question par le monde numérique. C'est-à-dire, d'un côté, rien n'assure que ces fragments lus dans leur forme numérique pourraient être accompagnés de la présence de l'œuvre dans sa cohérence, son identité et sa totalité. Et l'on a pu observer dans les premières enquêtes sur les transformations de la lecture face à l'écran que c'est l'une des caractéristiques essentielles, c'est-à-dire la segmentation, la fragmentation, la discontinuité, sans préoccupation ou sans possibilité de rapporter le fragment ainsi découpé à la totalité textuelle à laquelle il appartient, expression qui n'a même aucun sens lorsque l'on pense à des fragments qui ne seraient pas des extraits d'œuvres constituées comme telles, mais qui sont des fragments juxtaposés de bases de données. Personne ne peut avoir le désir ou la possibilité de repérer le contour, l'identité et la totalité des données d'une base de données. Donc la structure même est déjà vers un fragment décontextualisé si on admet que la base de données serait son contexte. Donc il y a là une première rupture, et la deuxième rupture, évidemment, c'est lorsque par une série d'opérations que vous savez, qu'on peut extraire d'une œuvre qui, elle, a été constituée comme telle, dans une logique esthétique, intellectuelle, idéologique, des extraits, sans que soit possible aisément ou nécessaire intellectuellement de les rapporter à la totalité de l'œuvre, à une entité textuelle reconnaissable comme telle. On a là me semble-t-il, une différence fondamentale qui peut mettre en question, par exemple, le concept même de livre, de livre certes, mais aussi de revue ou de journal, à partir du moment où la logique éditoriale qui pouvait être esthétique, intellectuelle, politique, idéologique, qui gouverne une revue ou un journal est rendu visible matériellement par la coexistence sur un même objet imprimé de différents types d'écrits. La chronique, l'éditorial, le reportage, l'image, la publicité, etc. Donc, ou dans une revue scientifique, la décision de publication dans une même revue de différents articles, donc la coexistence peut permettre d'exprimer et percevoir une intention éditoriale. La lecture des mêmes, entre guillemets, articles d'un journal ou d'une revue à partir du moment où elle est construite face à l'écran selon un ordre qui est thématique, encyclopédique, de rubriques ou de mots-clés, évidemment efface cette contextualisation que l'on pourrait qualifier de topographique et où la matérialité de l'objet inscrit l'intention éditoriale au profit d'une autre et très utile contextualisation qui est une contextualisation thématique, topique, et qui fait que le contexte d'un article est donné par les autres articles qui porteraient sur la même thématique. Ce qui est renforcé d'ailleurs par les modes de souscription aux revues électroniques qui sont très souvent faites sous la forme d'agrégation par des aggregators, c'est-à-dire non pas une souscription à une revue individuelle, mais une sorte d'ensemble de revues, ce qui renforce l'idée finalement dans un sens que la contextualisation fondamentale, c'est celle des mêmes thèmes indépendamment des revues ou dépend de ce qui était la contextualisation plus classique des différents articles sur des thèmes différents dans une même publication. On voit donc qu'il y a là un enjeu fondamental pour l'existence même des revues, non pas comme collection d'articles qui peuvent exister sous quelque forme écrite que ce soit, mais comme identifiable
dans une intention intellectuelle ou esthétique. Et si l'on se porte du côté des nouvelles manières de lire ou les nouvelles relations avec les textes écrits, les enquêtes, soit les enquêtes de type sociologique, comme l'enquête récente sur les pratiques culturelles des Français, ou bien des enquêtes plus anthropologiques, ethnologiques, qui observent des lecteurs, montrent que la discontinuité, la fragmentation, la segmentation sont des éléments essentiels et que donc du coup n'est plus éprouvé cette nécessité de relation qui contextualise le fragment dans sa signification au sein d'une totalité textuelle et qui donne évidemment à la fois une parenté, un écho avec les techniques des lieux communs, mais avec cette différence, c'est que la technique des lieux communs pouvait n'être pas exclusive de la compréhension du même fragment à l'intérieur d'une autre logique, non pas la logique thématique, mais la logique discursive. Et d'autre part, que le lieu commun à l'intérieur du livre, comme on l'a vu dans les éditions imprimées, qui les indiquaient avec des guillemets inversés, n'était pas séparable d'une perception, sinon d'une lecture, de la totalité du texte. Alors, je dis cela parce que c'est un élément qui me paraît essentiel dans les discussions qui sont menées aujourd'hui sur qui et comment, par qui et comment doivent être faites cette conversion numérique. Je laisse évidemment de côté ici, à la fois faute de temps et faute de compétences, une autre question tout entière, enfin différente, qui est la question non pas de la conversion numérique, mais de la conversion au numérique des auteurs ou des lecteurs, c'est-à-dire les capacités de la nouvelle technique à porter des formes d'écriture, de composition ou de réception des textes originales. C'est donc ici de textes qui naissent comme numériques. Ils ne sont pas l'objet d'une conversion parce qu'ils étaient déjà là, mais ils sont construits, imaginés, composés comme numériques. Et de ce point de vue-là, des réflexions comme celle d'un collègue espagnol, Antonio Rodríguez de las Heras, ou de Milad de Douai, qui a publié un livre intitulé La grande conversion numérique au seuil, me paraissent extrêmement intéressants, puisqu'ils essayent de montrer comment ces capacités-là d'une nouvelle forme de composition des textes peuvent ou doivent être libérés, soit des contraintes qui sont imposées par la morphologie du codex, soit des contraintes qui sont imposées par le régime juridique du copyright, c'est-à-dire l'exploitation de cette nouvelle forme, de cette nouvelle technique pour la production de ces textes ouverts, mobiles, malléables, qui ont à la fois une dimension polyphonique, puisqu'ils peuvent être écrits à plusieurs mains, dès la composition ou dans les moments de leur réception, et ils ont la dimension d'un palimpseste, puisqu'ils peuvent être écrits sur une écriture déjà là. C'est un entier domaine que je laisse de côté, parce qu'il relève d'une imagination à la fois technique et scripturaire, qui peut ouvrir de nouveaux espaces à la culture écrite, mais qui, tout en libérant l'écrit de ses contraintes, celles du codex et celles du copyright, évidemment lance des défis considérables aux catégories héritées qui ont cimenté, formulé les contraintes à la fois juridiques et morphologiques de notre culture écrite jusqu'ici, imprimée ou manuscrite. Je me concentre, pour terminer, sur les aspects les plus polémiques ou les plus politiques, mais qui me paraissent liés à ce que je viens de dire. C'est-à-dire, la controverse, comme tout le monde le sait, elle est autour de la tension entre des politiques publiques de numérisation, quels qu'en soient les acteurs, et d'autre part, le projet dominant d'une entreprise comme Google. Et tous les jours, dans les journaux, vous voyez des échos de cette tension sous différentes formes. Mais pourquoi je pense qu'elle est, cette tension qui a des aspects multiples et liée avec ce que je viens de dire, c'est parce que l'on voit très bien les deux logiques qui peuvent gouverner une numérisation lorsqu'elle est la conversion de textes déjà là.
Il y a une logique, on pourrait dire celle de la bibliothèque, et une logique qui est celle du gisement. La logique qui est à l'œuvre chez Google est cette logique du gisement d'informations. Et la découverte, peut-être naïve, comme je l'avais rappelé dans un article dans Le Monde, d'un des directeurs, des fondateurs de Google, Serge Brin, était de considérer qu'il y avait dans les livres des informations. Et il avait cette expression, il y a une fantastique quantité d'informations dans les livres. Souvent, quand je fais une recherche, ce qui se trouve dans un livre est 100 fois au-dessus de ce que je peux trouver sur un site électronique. Alors, cette admirable, mais peut-être naïve reconnaissance qu'il y a des informations dans les livres conduit au projet tout entier, dans son cœur, dans son essentiel. C'est-à-dire que s'il y a des informations dans les livres, il y a aussi un marché pour les informations. Et à partir du moment où ce marché existe et où le satisfaire serait une source de profit considérable, la conversion numérique en elle-même de toutes les informations qui se trouvent dans toutes les sources possibles où elles ont été localisées devient un projet essentiel. Et c'est ce qui explique qu'à la fois les grands programmes de numérisation de Google, les accords passés et parfois violés avec les bibliothèques pour la numérisation des collections, mais aussi les numérisations d'informations qui ne sont pas nécessairement dans l'ordre de l'écrit. Même si la rhétorique est souvent celle de l'idée d'une bibliothèque universelle, le projet fondamental pour Google est celui d'un gisement universel d'informations dans lesquelles des informations découpées dans leur spécificité peuvent être soit offertes gratuitement, soit devenir l'objet d'un marché. Et c'est pourquoi, pour Google, l'enjeu essentiel est celui de la hiérarchisation de ces données lorsqu'elles sont rendues accessibles aux lecteurs, transformées en éventuels acheteurs, et c'est d'autre part leur indexation. L'enjeu fondamental étant celui des mots-clés, des rubriques qui permettent d'aller au plus vite aux documents les plus performants et aux informations les plus adéquates à ce que recherche le lecteur. C'est là le fond même de l'immense succès, y compris économique, de Google, c'est avoir eu la perception que l'information pouvait être un marché, deux, que ces informations pouvaient se rencontrer dans toutes les formes sédimentées, accumulées du patrimoine écrit et au-delà, les images, la nature elle-même, avec les cartes et les vues aériennes, et que trois, il y avait la troisième élément clé, c'est la capacité technique d'une numérisation de masse, puisqu'à l'heure actuelle, une des plus grandes forces de Google, c'est le fait que c'est la seule entreprise qui est capable de proposer une technique qui permette des numérisations relativement rapides et en tous les cas massives. Et c'est pourquoi, évidemment, cette capacité technique a pu être mise comme un élément de séduction par rapport à toute institution qui a le projet d'un programme de numérisation, de constitution d'une collection numérique, voire même d'une numérisation de l'ensemble d'un patrimoine. Et c'est pourquoi on a vu d'un côté, d'abord par les bibliothèques américaines et pour partie la British Library, les premiers accords entre Google comme étant l'entreprise numérisant les collections et d'autre part la bibliothèque, que l'on a pu voir comme conséquence de cela aussi le fait que dans ces entreprises-là, Google a numérisé des textes, des livres, qui étaient encore protégés par le copyright, puisque selon les pays, la durée peut être variable, mais en gros, c'est autour des années 1930, à partir des années 1930, qu'un livre publié est ou non dans le domaine public
ou couverts par le copyright. Selon les pays, les États-Unis, la France, ce n'est pas exactement la même date, mais c'est à peu près le même horizon. Et donc, du coup, cette numérisation de livres sous copyright a pu entraîner la réaction des éditeurs, d'autant plus qu'elle a pu être faite aussi pour des livres en autre langue que l'anglais, avec les bibliothèques dans les bibliothèques avec lesquelles Google avait passé un accord. C'est pour ça qu'il y a des procès. Par exemple, l'éditeur français La Martinière-Seuil a fait un procès pour piraterie à Google. Et aussi, c'est pourquoi, après avoir été tenté par un procès, l'association des éditeurs américains ou l'association des auteurs américains ont préféré essayer d'entrer en négociation avec Google. Et de là, les derniers épisodes de ce settlement, cet accord qui devrait permettre à Google de numériser des livres sous copyright, mais à partir du moment où il en vendrait l'accès, où il en vendrait le titre, le texte, l'un ou l'autre, les droits seraient partagés à 37% pour Google et 63% pour les éditeurs et les ayants droit. On voit donc que c'est cette question qui est le fondement des tentations pour les bibliothèques de confier la numérisation à Google. C'était le cas de la décision sous une forme particulière d'un appel d'offres de la Bibliothèque municipale de Lyon. Et ça a été, vous l'avez vu dans l'été dernier, les premières, encore très limitées, discussions entre la Bibliothèque nationale de France et Google. Et avec des décisions qui devraient être prises maintenant par le ministère de la Culture pour savoir si la Bibliothèque nationale de France doit, malgré l'argent promis pour la numérisation venant du grand emprunt, continuer la bibliothèque, les négociations avec Google, ou bien si c'est une alternative possible à la numérisation confiée à une entreprise privée et conservée entre les mains de la puissance publique. L'enjeu étant en particulier sur les trois types de collections qui sont l'objet possible de numérisation, c'est-à-dire des collections qui ne sont plus sous copyright, et dans quel cas il y a là une gratuité immédiate possible de l'accès à ces livres qui ne sont pas sous copyright. Dans les livres qui sont encore sous copyright, ceux qui ont à la fois un éditeur qui existe et des ayants droit, des auteurs ou des ayants droit qui sont identifiables, et puis une énorme masse qui a été l'argument fondamental pour Google, c'est-à-dire les livres que l'on appelle orphelins. Ils sont toujours protégés par le copyright parce qu'ils sont postérieurs à, disons, 1930, mais leur éditeur a disparu et leurs ayants droit ne sont pas identifiables. Et c'est donc là où il y a une absence de législation sur ces livres orphelins. Ce sont ceux qui ont été la masse des numérisations, on va dire pirates, de Google, et qui forment maintenant un des fonds du catalogue de Google Edition, qui a été lancé à la dernière foire de Francfort, c'est-à-dire une librairie numérique qui doit concurrencer Amazon dans la vente de livres électroniques. Et les livres électroniques vendus par Google, après cet accord qui est encore en suspens aux États-Unis, dans la mesure où aux États-Unis il y a une loi antitrust, anti-monopole, et un juge doit juger si l'accord, le settlement entre les éditeurs, auteurs d'un côté et Google de l'autre ne viole pas cette loi anti-monopole. Elle doit peut-être ou non valider. Mais vous voyez que tout l'ensemble des conflits dont on voit tous les jours la chronique dans la presse ont comme arrière-fond cette tension entre une logique où le fragment est fragment, où l'information est information, et où ce qui est important, c'est de donner à ces fragments ou informations une forme numérique qui permet de les communiquer à distance, de les offrir ou de les faire vendre, ou de les vendre, et d'autre part, une logique qui serait celle d'une numérisation des collections respectant les critères de la bibliothèque,
c'est-à-dire d'identification des œuvres comme telles, d'assignation aux noms propres, d'organisation d'un monde des discours, et d'une certaine manière, même si la technique numérique est difficile pour rendre possible cette aspiration, de maintenir d'une certaine façon la relation qui existe entre le fragment et l'œuvre, la présence de l'œuvre comme telle, même si on utilise ou on ne lit ou on ne consulte que des fragments de celle-ci. C'est là, je pense, un des enjeux tout à fait essentiels des débats contemporains qui ont à la fois une dimension universelle. Dans l'article du Monde, je m'étais amusé à regarder combien d'occurrences sont données à Google lorsque vous cherchez le mot Google dans Google Search. Vous arriviez, il y a des trillions, 2 trillions de mentions, et il n'y a pas de mots-clés qui soit plus présent en nombre d'items que Google sur Google. Donc ça traduit tout à fait cette universalité même pas Dieu. Ça traduit cette universalité du débat, et de l'autre côté, la spécificité dans chacun des contextes ou locaux ou nationaux. L'enjeu étant évidemment celui de savoir si la logique bibliothécaire de collection numérique peut entrer en négociation, en alliance avec la logique du gisement d'information qui est celle de Google. Quels sont les risques, quelles sont les conditions, quels sont les abandons que traduirait cette finalement choix d'une entreprise privée pour numériser des patrimoines publics. Tout cela est posé avec beaucoup d'acuité et avec de nombreuses tensions, soit entre les institutions, soit entre des communautés de lecteurs et des usagers du monde numérique. Il me semble que ceux dont je suis, qui ont des réticences par rapport à cette immédiate croyance ou aspiration à s'assurer de la capacité, de la force technique de Google pour faire aller plus vite, plus massivement, les numérisations d'un patrimoine. Je pense que ceux qui ont une certaine réticence, c'est d'une part par le fait qu'on a vu que la logique économique de Google est tout à fait étrangère ou différente d'une logique de service public. On a vu aussi que lorsque la numérisation, au moins dans les premiers accords passés avec les bibliothèques américaines, Robert Darnton qui vient de publier un livre qui a pour titre The Case for Books et qui reprend tous ces articles sur ces questions de la bibliothèque numérique et en particulier toutes ces réticences face à Google, elle insiste sur ce point, c'est-à-dire que évidemment Google fait gratuitement la numérisation. Elle le fait gratuitement d'une part pour servir ses intérêts propres sous la forme de constituer ces banques d'informations qui peuvent être des objets de profit différemment, jusqu'à maintenant essentiellement par la médiation de la publicité, puisque dans Google Search, l'ordre même des items qui sont donnés à lire pour n'importe quelle recherche est accompagné le plus souvent sur la partie droite de l'écran d'un ensemble d'annonces publicitaires, et sur ces annonces publicitaires qui sont vendues par Google comme un espace, cet espace mobile de l'écran, de chaque écran que vous êtes en train ou que nous allons consulter, Google reçoit évidemment un paiement et peut-être aussi quelquefois un paiement sur les produits, les objets, les services qui sont vendus par son intermédiaire. Donc jusqu'à maintenant, c'est une rétribution différée. L'information est source des profits, mais par le biais
de la vente de la publicité, mais rien n'interdit de penser qu'une fois constitué un gisement plus massif, d'autre part avec la présence de textes qui sont sous copyright et reconnus comme tels dans Google, que ce ne sont pas les conditions d'accès elles-mêmes à l'information, et pas par le biais de la publicité, mais les conditions d'accès par l'usager qui pourraient être l'objet évidemment d'un paiement. Il y a donc d'une part cette hypothèse ou hypothèque ou ce risque, et il y a d'autre part les conditions que Google, en échange de cette numérisation gratuite, imposait à l'utilisation par les bibliothèques elles-mêmes du fichier numérisé qui leur était redonné, qui leur était, une fois la numérisation faite, la bibliothèque reçoit un fichier en double, mais avec de très grandes conditions quant à l'utilisation, rappelées plusieurs fois par Darnton, par exemple l'interdiction aux bibliothèques de fusionner ce fichier numérique avec d'autres fichiers numériques d'autres bibliothèques, ou bien encore, dans beaucoup de cas, des limites sur l'exploitation, avec des durées pendant lesquelles la bibliothèque ne peut pas exploiter elle-même son propre fichier numérique, si ce fichier numérique était le résultat d'une numérisation faite par Google. Il y a donc tout un ensemble de contraintes ou de risques qui doivent être au moins prises en considération dans cette perspective. D'autre part, me semble-t-il, et je terminerai avec cela, il y a peut-être d'une part, il y a le fait que la notion de patrimoine public implique la responsabilité publique dans sa conservation, sa transmission et son accès, et que la responsabilité des institutions publiques est bien là aussi. Et donc elles doivent mesurer les effets ou les exigences que pose cette réalité. Ce qui fait que pour que ces exigences, en particulier financières, ne soient pas si exorbitantes qu'elles ne laissent comme solution que de passer par la numérisation faite par une entreprise privée, qui est faite gratuitement mais avec des prix symboliques élevés, et éventuellement des prix tout court ensuite, il y a une nécessaire réflexion, me semble-t-il, sur les priorités à donner dans cette politique de numérisation des patrimoines, d'images ou de textes, manuscrits ou imprimés. De la même façon que tous les textes des rouleaux ne sont pas devenus des codices, de la même façon que tous les manuscrits n'ont pas été transformés en livres imprimés, et parfois pour le pire, peut-être. De la même manière, je pense qu'il y aurait une illusion entretenue dans certains discours sur l'idée que tout patrimoine, et c'était un peu ce qui se lisait par rapport au Grand Emprunt, tout patrimoine pourrait avoir vocation à être numérisé. Il me semble qu'il y a là une illusion qui, dans sa générosité, pourrait devenir dangereuse, rendant les opérations à la fois sans suffisamment d'ordre par rapport à un ordre des discours et avec un poids financier tel qu'il rendrait impossible le soutien des politiques publiques. Et on le voit d'ailleurs avec l'écart qui se creuse entre, par exemple, Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, qui n'avance pas au rythme que l'on pourrait peut-être souhaiter, mais qui est déjà une imposante et dominante composante de Europeana, qui serait la juxtaposition dans la même collection numérique des bibliothèques numériques des différentes bibliothèques nationales européennes, et qui souvent ont fait d'autres choix de numérisation, et en particulier en rapport soit avec Google, soit avec, pas les bibliothèques nationales, mais d'autres bibliothèques ont pu faire ce choix avec Google, et d'autres bibliothèques nationales avec d'autres opérateurs, par exemple à Madrid avec Telefónica. Donc il y a là une réflexion qui me paraît absolument nécessaire contre cette sorte de félicité extravagante dont la parlait Borges, mais qui là serait une félicité potentielle et virtuelle, c'est-à-dire où l'ensemble des patrimoines disponibles aujourd'hui seraient accessibles en une forme numérique, soit pour des raisons théoriques, soit pour des raisons pratiques. Il me semble qu'une réflexion préalable par rapport à ce rêve, cet espoir, cette peut-être utopie, est tout à fait
indispensable. C'est pourquoi, je pense, et ce serait la conclusion de cette série de cours, là, en reprenant une expression de Robert Danton, qui est la construction d'une république numérique du savoir, c'est-à-dire effectivement l'exploitation d'une nouvelle technique qui rend possible plus que tout autre le rêve des Lumières, où chacun, comme lecteur, peut devenir ensuite participant d'une discussion critique dans l'espace public. Le rêve de Kant dans Qu'est-ce que les Lumières, et qui se heurtait à la fois à de multiples limites, les limites de l'alphabétisation, les limites de l'accès à l'imprimerie, les limites de la rapidité de la communication, peut trouver, et trouve, dans le monde numérique, un support potentiellement universel, dans une communication immédiate et où le lire et l'écrire se trouvent immédiatement associés. Donc il y a bien la possibilité de porter ce désir, ce rêve, cette espérance d'une république numérique du savoir ou de la beauté, comme étant la manière de donner, comme étant la réalité donnée à la définition d'un des plus grands projets ou des plus grandes espérances des Lumières. Le rappel fondamental, semble-t-il, est de montrer que cette république numérique du savoir ne se confond pas avec ce grand marché de l'information auquel Google aujourd'hui, et peut-être pour longtemps, mais d'autres pourraient éventuellement proposer comme étant le lieu d'une nouvelle marchandise, en quelque sorte. Toute respectable qu'elle soit, le point fondamental, et c'était peut-être l'esprit de cette réflexion sur qu'est-ce qu'un livre, étant de toujours maintenir, in fine, cet double rapport avec le monde de l'écrit, qui est ce rapport dans lequel les lecteurs peuvent, par utilité, par immédiateté, détacher des fragments qui nourrissent leurs propres réflexions ou leurs propres écrits, et en même temps où la force intrinsèque de ce qui a été lié avec des concepts comme ceux de livre lorsqu'il est identifié avec la notion d'œuvre, la force intrinsèque de la production symbolique dans sa cohérence, sa totalité, sa puissance, est respectée. Dans chaque situation ou système technologique, cette relation-là a pu rencontrer des formes diverses, dans le monde des rouleaux, dans le monde du manuscrit, dans le monde de l'imprimé. Et aujourd'hui, dans le monde du numérique, c'est peut-être cette exigence-là qui doit être maintenue. Donc vous comprenez que cette conclusion n'est ni un discours prophétique sur l'abrasement de toutes les formes de la culture écrite au profit de cette félicité extravagante permise par le numérique, ni un discours nostalgique ou mélancolique qui consisterait à penser, puisque c'est tout le contraire, qu'avec le monde du numérique ont disparu le livre, l'écrit, la lecture, les lecteurs et la culture. Rien de ces diagnostics polémiques ne me paraît avoir de pertinence. La véritable pertinence, c'est d'essayer de comprendre comment, dans un nouveau système technique, qui est en même temps un système où le monde numérique est en coexistence, pacifique ou non, avec d'autres modes d'inscription, circulation et appropriation de l'écrit, cette tension essentielle entre la culture écrite comme dissémination et la culture écrite comme cohérence doit être, peut-être, maintenue. Et c'était là un peu cette, non pas leçon de l'histoire, mais en tous les cas, possibilité de réflexion que, me semble-t-il, est offerte par le regard rétrospectif sur la longue durée de l'écrit. Merci. Bien. Alors, bonnes vacances, bonnes fêtes de Noël et meilleurs vœux pour l'année prochaine. Nous nous retrouvons avec certains dans le séminaire du jeudi, et sinon, vraiment l'année prochaine, au sens académique, en 2010-2011. Merci.